Un grand merci à vous quatre pour participer à cette table ronde, puisqu'on va être donc du coup sur ce thème, faut-il encore croire en l'agriculture? Donc je vais vous présenter les deux dernières personnes que vous connaissez peut-être un peu moins. Monsieur Mounier, juste à ma droite. Bonjour Monsieur Patrick Mounier. Donc Monsieur Patrick Mounier, il y a une partie que je vais décrire qu'on avait imaginé un peu plus tard, donc qui est exploitant en grande culture dans le département de la Charente. Vous m'avez dit que vous avez 59 ans et Monsieur Mounier a repris la ferme familiale qui était du bovin laitier, 70 000 litres de lait. Il a essayé de la développer, il est en zone périurbaine et il a vu qu'il avait une limitation en termes de surface. Il s'est posé, il a réfléchi et il a vraiment fait un changement radical, en tout cas il nous expliquera, mais un majeur en tout cas, puisqu'il est passé à une exploitation grande culture de 400 hectares. Donc il a abandonné l'élevage et il a en parallèle ou ensuite développé une entreprise de travaux agricoles. Alors ça n'a plus le même nom maintenant, comment on dit, Monsieur Mounier? Non, ETA? ETA, on peut dire encore? Oui, alors on dit ETA. Et donc, au sein de son ETA, ils assurent le suivi de 1200 à 1500 hectares de culture, bien sûr des interventions, mais aussi un support administratif. Et donc, il travaille avec sa fille. Alors, je ne sais pas, elle est dans la salle, votre fille, ou pas? Non, vous êtes venu seul. Alors, dernière personne, Monsieur Orsini. Alors oui, elle travaille, elle, c'est ça, d'accord. Monsieur Orsini, vous êtes un visage assez connu. Vous venez tous les ans au congrès, notamment du NACA. Vous travaillez au sein d'Arvalis, donc je pense beaucoup d'entre vous connaissez cet institut technique agricole, au service des agriculteurs, des filières, avec un spectre finalement assez large, puisque vous travaillez à la fois sur les céréales à paille, le maïs, le sorgho, la pomme de terre, les fourrages et le lin fibre. Institut technique, de 450 collaborateurs, 32 sites. Et vous dirigez la région ouest. Alors, je n'ai pas trouvé exactement le contour. Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, c'est à peu près ça ou pas? Et Poitou-Charentes, c'est vrai, c'est un peu petit. Donc, vraiment une grande zone agricole majeure. Et chacun d'entre vous, vous allez nous expliquer, par rapport à des questions, quels sont les atouts de la Ferme France, puisque c'est quand même l'enjeu de notre échange aujourd'hui. Monsieur Orsini, tiens, commençons par vous. Quels sont, oui, allez-y, bien sûr, Madame la Garonne et Monsieur Châtelier. Voilà, et puis on partagera le micro. Donc oui, pour vous, quels sont les atouts de la Ferme France? Monsieur Châtelier nous a fait un brillant plaidoyer tout à l'heure, à base de chiffres. Même si nous ne sommes pas économistes, je crois que nous avons compris son message sur ces atouts. Avec votre œil technique, d'institut technique, quels sont pour vous les atouts de cette Ferme France? Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites par Vincent Châtelier, mais pour aller vite et dans le domaine que je connais le mieux, qui est celui des productions végétales, moi je ferai trois grands paquets en fait. Un premier paquet qui est ce que j'appelle les fondamentaux, c'est quand même, et Vincent l'a rappelé tout à l'heure, on est quand même dans un pays qui a, alors même si l'année 2024 peut-être nous le fait oublier, mais on est quand même dans un pays qui a quand même, quand on regarde le paysage européen, mais surtout mondial, qui a quand même des sérieux atouts sur le plan de ses conditions de production. Et c'est pas hasard si, depuis les fins fonds de l'histoire, la France est un grand pays agricole, et je pense que c'est aussi ça. Avec la particularité, alors Vincent l'a pas dit tout à l'heure, c'est que on a, finalement la France c'est un tout petit pays à l'échelle mondiale, et on a une concentration de production extrêmement importante sur un tout petit pays. Donc ça confère quand même quelques atouts, notamment en termes logistiques. Alors j'ai vu que vous êtes tous des chefs d'entreprise, donc qui êtes habitués à gérer des contraintes logistiques, et vous savez quel est l'enjeu économique qu'il y a derrière ça. Donc ça, c'est quand même une particularité, je crois, de la France. Et quand on regarde les grands pays mondiaux de production végétale, ils ont des territoires immenses et souvent des frais d'approche qui sont extrêmement importants. Donc, premier atout fondamental, et celui-là, il est peu délocalisable. Donc il faut quand même s'en réjouir. Ah oui. Et même si le climat évolue et qu'on va vivre des contraintes sans doute plus fortes que celles qu'on a connues dans un passé récent, surtout des aléas accentués. L'année 2024 est une belle illustration, et malheureusement ça ne sera pas la seule. Je pense qu'on restera quand même sur ce plan-là dans le peloton de tête. Deuxième paquet, c'est tout ce qui concerne notre organisation. Oui. Et c'est historique, je pense qu'on a quand même... On est un pays qui a la chance d'avoir su construire depuis très longtemps, mais ça ne se dément pas,
un tissu économique, une organisation de filière, et le négoce en est un bon exemple, qui est particulièrement performant et qui là aussi est à mon avis un facteur de création de valeur et qui pour les productions agricoles est un atout aussi majeur. Et puis le troisième package, je mettrais, alors même si on a des progrès à faire, etc., on a quand même un pays dans le domaine agronomique qui depuis longtemps a fait le pari de tisser un réseau que je vais appeler de recherche-développement, c'est-à-dire que je vais couvrir toute la chaîne depuis nos collègues de l'INRA et jusqu'aux technico-commerciaux de nos entreprises, qui assurent quand même une densité et donc une efficience en matière de transfert de connaissances qui est quand même particulièrement efficace à mon sens, même s'il y a quelques imperfections sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. On parlera de la formation aussi, Madame la Présidente l'a évoqué tout à l'heure, mais je crois que ça c'est quand même extrêmement important. Je vais parler des instituts techniques agricoles, qui sont quand même un maillon assez spécifique de la France, de l'organisation de la R&D française. Mais les instituts techniques agricoles, ils ont la chance de pouvoir s'appuyer aussi sur une autre spécificité française, qui est un grand institut de recherche dédié à la recherche agronomique. Alors, agronomique au sens large du terme, hein, et Vincent Châtelier connaît bien puisqu'il en est issu. Et ça, c'est aussi une particularité française. Donc, atout pédoclimatique, atout d'organisation et de structuration économique et de filière, et atout en matière d'écosystème autour de, on va dire, de la recherche, de l'innovation et du transfert. Voilà. Jusqu'au déploiement, quoi. Madame Lagaronne, il y a des mots qui ressortent quand même et vous l'avez dit aussi, Monsieur Châtelier, c'est cette diversité des modèles, et on n'est pas dans un pays monolithique avec un modèle unique ou dominant, et puis aussi cette logique de territoire, parce que je sais que c'est une notion qui est importante pour vous. Quels sont ces atouts finalement? Est-ce que la diversité est un atout? Et est-ce que cette logique de territoire, finalement, est un atout? Parce qu'on voit qu'on est petit, hein, finalement, à l'échelle mondiale. Comment vous le voyez-vous? Est-ce que c'est un atout? Alors, pour moi, c'est un atout certain. Déjà, par rapport à la durabilité de la ferme France, hein, en tant qu'éleveur, je suis obligé de vous rappeler quand même que 43% de notre territoire, c'est de l'herbe. Et de l'herbe qui ne peut pas être autre chose que de l'herbe. Et rien de plus résilient que l'herbe. Quel que soit le climat, elle s'adaptera. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, effectivement, notre capacité sur le territoire français à conserver le potentiel de production de cette herbe à travers les filières d'élevage, c'est un atout majeur. Sur lequel, derrière, il y a tout un écosystème et un tissu d'intérêt et de pertinence. Alors, d'abord, celui de l'économie. Alors, l'économie agricole de production, hein, ça on l'a évoqué et on en reparlera. L'économie du tourisme, parce que je suis désolée, mais le paysage français quand même, c'est un lieu d'intérêt et d'attractivité, mais il a cet intérêt majeur quand même d'avoir un paysage particulier. Celui du Pays Basque ici est bien connu pour ça. Et le troisième, c'est le tissu et le savoir-faire. Et on a dans le domaine de la ferme France, et surtout dans le domaine de l'élevage, toutes filières confondues, des savoir-faire très riches. Alors de l'amont à l'aval, je ne veux pas me limiter aux éleveurs, bien sûr, et ça veut dire que derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des vétérinaires, ça veut dire qu'on a des gens aujourd'hui sur les outils de transformation, on a des savoir-faire en boucherie qui sont là, en place, qui sont excellents, parce qu'on a la diversité des races, et on a la biodiversité des races en France. C'est un laboratoire au niveau international hein, sur sa richesse, et ça, il faut qu'on le sache encore le cultiver. Et surtout sur les filières de ruminants, alors ovins, bovins, et même je rajouterai les équins, on a cette qualité de ne pas avoir justement normé. On n'a pas construit un standard. Et ça fait la particularité. Par contre, après, est-ce qu'on peut gagner de la compétitivité dans un territoire de montagne comme celle qu'on peut gagner sur des territoires intermédiaires? Bien sûr que non. Enfin, je vous l'ai dit. Moi, et M. Châtelier l'a dit, le potentiel n'est pas le même. Hein, mais sans parcelle, je suis dans un écosystème où je préserve un milieu, Natura 2000. C'est aujourd'hui, en France, 58% des territoires d'élevage sont en Natura 2000. Hein. Donc on préserve là, c'est un milieu d'eau, c'est un milieu de biodiversité. On est au milieu des villages, donc ça veut dire que derrière, il y a un écosystème aussi où on a de la pertinence par rapport déjà à l'érosion, enfin, à plein d'éléments particuliers qui font que le vivre là est possible. Hein. Donc tout ça, on peut pas l'ignorer. Et est-ce qu'on en fait une force? Et comment on en fait une force? Mais là, le débat est ouvert. Alors, connexion au territoire, ça veut dire que pour moi, c'est l'enjeu de tous. Bon, je suis représentant en chambre d'agriculture et je sais comme c'est compliqué aujourd'hui de poser des politiques de territoire. Parce qu'on a tendance à considérer qu'on peut se délocaliser et aller chercher ailleurs ce qu'on a besoin.
Et moi, j'évoque souvent, parce vous venez de le dire, hein, on a en France la qualité d'avoir un tissu collectif et collaboratif très fort. Et je prendrai l'exemple des CUMA ou des coopératives. Bon, je sais qu'on est dans le négoce, mais je veux juste évoquer le sujet, parce que c'est pour moi un exemple quand même assez intéressant. Sur les CUMA, la problématique du matériel, vous l'avez dit tout à l'heure, sur les coûts. Les intrants, mais on l'a évoqué. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quand on voit le coût du matériel aujourd'hui, ça représente 37% des postes de charge. Chez nos agriculteurs, c'est énorme. Les coûts du matériel ont été multipliés par 2 en l'espace de 10 ans. Donc peut-être que le tracteur, il est beau, mais il est 2 fois plus cher qu'il était à l'époque, et c'est quand même un outil de production. La question derrière, c'est que les CUMA ont perdu un peu de pertinence et d'importance. Pourquoi? C'est parce que c'est des hommes, et qu'à un moment donné, les hommes, ils vivent leur génération. Il faut qu'ils se renouvellent. Par contre, moi, là où je suis très interpellé, c'est par rapport à la coopération. Pourquoi? Parce que la coopération, elle est partie à un moment donné avec une cohérence d'hommes et de territoire. Et aujourd'hui, on a des coopératives d'adhérents et plus des coopératives de territoire. Et là, la question que ça pose, c'est qui fait l'animation de territoire? Qui construit le projet économique de territoire? Et là, je retourne la question à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on manque d'acteurs économiques qui se mettent en tour de table pour porter les projets de territoire. Ici, on a de l'herbe. Posons des projets de territoire de l'herbe, avec de l'herbe. Parce que si on ne fait pas ça, expliquez-moi qu'est-ce qu'on devient dans ce pays. Expliquez-moi demain comment on gardera encore des routes ouvertes. Malheureusement, en Val d'As, parce qu'ils sont en train de... Voilà, elles ont pris cher. Oui. Mais comment on va faire? On n'aura pas demain de tourisme, on n'aura pas de montagne, on n'aura pas de ski, on n'aura plus de mer. Parce que s'il n'y a pas la montagne, il n'y a pas la mer. Il ne faut pas rêver. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lagaronne. Monsieur Mounier, finalement, en relais de ce que vient de nous dire Madame Lagaronne, en fait, elle parle de territoire, de contrat, finalement, entre les acteurs du territoire. Ensemble, on va plus vite, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Le rôle du négoce par rapport à votre métier du quotidien, quelle est sa contribution finalement au négoce agricole dans votre quotidien, dans la relation que vous avez, et puis ce lien avec le territoire, puisqu'on parle d'emplois aussi qui ne sont pas délocalisables, hein, que ce soit vous ou les gens du négoce. Oui, alors déjà, j'ai vu tout à l'heure l'hommage que vous avez fait à Gérard Pifto. Vous avez peut-être oublié, je crois, le client, et je suis client de Gérard et de la famille Pifto. Et j'étais très heureux aujourd'hui d'assister à cette journée. Et voilà, effectivement, j'ai un très bon souvenir, et ça a été un lien très, très humain. Et peut-être pour faire relation avec votre question, c'est que c'est sans doute ça que j'ai pu trouver dans la famille Pifto, effectivement, une relation humaine, une relation, donc un engagement d'homme. Donc quand je donne ma parole, j'ai plutôt tendance à dire que je ne la retire pas, même j'ai pas besoin de mettre une signature en bas du contrat. Voilà. Et j'ai trouvé la même chose avec la famille Pifto. Et donc trouver des négoces comme ça qui qui accompagnent des agriculteurs avec cette parole qui est gardée, qui est donnée, qui est tenue, c'est déjà un bon point. C'est quelque chose qui, même quand j'étais en formation pas très loin de Jurignac, le siège de Pifto, dans une ferme, on me parlait effectivement de l'établissement Pifto, mais j'avais 15 ans, en me disant, mais là, oui, on travaille bien, et j'avais des agriculteurs qui ne voulaient pas aller voir la COP à côté parce qu'ils trouvaient chez les établissements Pifto une écoute. Donc cette écoute est très importante, et dans les évolutions et dans les structures, vous avez résumé rapidement d'ailleurs les étapes que j'ai pu avoir au cours de ma vie professionnelle. J'ai rebondi, j'ai joué d'opportunisme, comme vous pouvez me dire, monsieur Marchand d'Atelier. Avec un opportunisme positif. Positif, tout à fait. C'est une adaptation, effectivement, à ce qu'il y avait autour de moi. J'ai été dans un secteur périurbain où les agriculteurs ne reprenaient pas les terres. Et donc, je suis passé de 50 hectares à 400 hectares en l'espace de 2-3 ans, sur des terres légères, mauvaise production. Donc, c'est pour ça qu'il y avait très peu d'agriculteurs. Bon, je suis parti à faire des céréales en adaptant, en calculant mon temps. Mais j'avais déjà calculé mon temps en élevage dans les années 90, qui n'était pas très logique. Donc, toujours un raisonnement déjà. Et j'ai cherché autour de moi des partenaires qui avaient aussi une parole, parce que travailler avec des personnes qui ne peuvent pas engager leur boîte, tenir leur parole parce qu'ils sont soumis à un conseil d'administration, à des décisions au-dessus, et que il y a un moment, en tant que gérant de ma structure, quand je démarre sur une production, je vais être sûr derrière de pouvoir vendre mon produit à tel prix, etc. Donc une orientation, ils ont assumé à tout moment, et toutes les évolutions, j'ai trouvé des personnes qui ont
adapter eux aussi leur offre à ma demande. Ouais. Pour moi, l'avenir, c'est la cohabitation de tous les systèmes. Et ce qui est malheureux, c'est quand toutes les personnes qui parlent d'agriculture, ils voudraient mettre l'agriculture dans un cliché bien particulier. Ils ont faux, parce que la première chose, c'est de savoir s'adapter. Et l'agriculteur s'adapte au climat, s'adapte, voilà, une année comme cette année qui a été très marquée. En face, on a effectivement une administration qui veut nous faire entrer dans des cases, dans des règles. À une époque, on avait des dates de semis. Au 15 mai, il faut déclarer à quelle date le terrain sera vert au mois de septembre. Je me suis trouvé en face de la DDT une fois et j'ai dit, écoutez, vous êtes gentil, je vous répondrai à la question le jour où vous me donnerez la météo, au jour le jour, avec la volumétrie de pluviométrie. Effectivement, alors il y a une multitude d'agricultures en France, ça c'est certain. Par contre, je pense qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut surtout pas tromper les jeunes sur la promesse. Vous évoquez le circuit court. On a eu un appel d'air là au moment du Covid, mais ça s'est arrêté en suivant. Aujourd'hui, le circuit court, on a plein de jeunes qui ont fait des équipements de mise aux normes. Tout est perdu. Ils n'arrivent pas à aller chercher le marché. Parce qu'en fait, le marché, il est ailleurs. Un autre exemple qui est quand même parlant, c'est celui de la bio. La bio, on nous parle d'une promesse de 20% de surface bio en France. Il n'y a rien de plus facile que mettre de l'herbe en bio. Et pourtant, les bio, ils considèrent qu'il ne faut pas manger de viande pour la planète. Donc comment on répond à l'équation là? C'est un peu compliqué. Ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, sur les coûts de production en bio, on a des différentiels sur le prix de vente de 2 €, c'est-à-dire 40%. 40%. Ils ne vivront jamais de la bio. C'est pas possible. Moi, je pense que par rapport à ce qu'on a présenté les uns les autres, on sait très bien que l'attente sociétale, elle va être connectée à cette nature. Et ça, enfin voilà, on ne va pas le refuser, on l'accepte et on le comprend. La RSE est un levier très fort. Et aujourd'hui, sur la RSE, il y a un message qui est là quand même, et vous vous l'appropriez tous, où vous avez, on va dire, une écriture d'un contrat, un contrat d'entreprise, un contrat qui peut être moral ou on va dire plus affiné que ça, qui va vous engager. Mais ça va vous engager dans une relation, amont-aval. Et moi, la question que je pose, c'est comment on construit la partie amont dans ce contrat. Parce qu'aujourd'hui, quand on est entreprise, on va chercher le fournisseur qui va me porter de la valeur ajoutée. Quid du monde agricole là-dedans? Il est où? Aujourd'hui, chez nous, on a fait des caps de ZER, je suis HVE, on fait des efforts. Aujourd'hui, j'ai des crédits. L'année prochaine, j'ai des crédits carbone à vendre. Il n'y a pas de marché aujourd'hui sur les crédits carbone agricoles. Personne n'en veut. Pourquoi? Alors surtout en plus des éleveurs. On est qualifiés là d'être des pollueurs en puissance. C'est gravissime. Donc nous, ce que l'on dit, et je pense que là, il va falloir quand même qu'on trouve les moyens, que tous les acteurs économiques, et le NACA est en première ligne à cet endroit-là, rentrent dans les tours de table et discutent avec nous. Et je vois en région, on est à l'ouverture totale et on pourra discuter et prendre le temps de discuter des dossiers que l'on a ouverts. Et il y en a beaucoup qui vous concernent, sur lesquels on a besoin d'acteurs économiques. Parce qu'aujourd'hui, on a un défaut de représentation. Moi, je vois des représentants, alors avant j'évoquais l'Interpro, mais au niveau régional, en chambre régionale, c'est pareil. On a des représentants professionnels qui représentent qu'eux-mêmes. C'est gravissime. Moi, j'attends d'avoir des représentations qui représentent des adhérents. Donc, de toute façon, on est condamné à faire à plusieurs. Donc, ça tombe bien, puisque nous, on est complètement dans cette trajectoire-là. Alors, par rapport à la question, quelles sont les formes de collaboration que ça peut prendre avec des entreprises comme celle dont c'est le congrès aujourd'hui, donc des entreprises du NACA. On pourrait y passer l'après-midi, mais là, il y a 2 illustrations qui sont sous vos yeux, là, qui illustrent parfaitement des collaborations, alors là, qui sont au bout de la chaîne, qui sont plutôt sur le plan du transfert de la connaissance, et où là, on a besoin de s'appuyer sur les réseaux comme les vôtres pour aller au plus près de ceux qui ont besoin de l'information qu'on est à même de produire. Mais il faudrait repartir plutôt un petit peu en amont. Alors, je vais prendre une image parce que moi, j'ai un président qui a marqué ma carrière. Alors, il n'est plus de ce monde, alors donc j'en parle avec d'autant plus de reconnaissance. Il nous disait, à nous, collaborateurs, et à l'époque j'étais jeune, pour que vous serviez à quelque chose, donc en parlant des collaborateurs de son institut, il faut que vous soyez capable de produire des informations utiles, utilisables, utilisées. Les collaborations qu'on peut avoir avec des gens comme le négoce, et régulièrement on le fait, sur chacun de ces items en fait. Produire de l'information utile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas être à côté de ces pompes et il faut qu'on engage des travaux qui répondent à des vrais problèmes qui se posent sur le terrain,
et qui ont des enjeux. Parce qu'on peut avoir des problèmes qui n'ont pas d'enjeux, donc on ne va peut-être pas dépenser trop d'argent à régler des problèmes pour lesquels les enjeux sont rien du tout. Par contre, et pour avoir cette vision-là, si on ne veut pas être complètement déconnecté dans un monde virtuel, on est obligé d'écouter des gens comme vous, qui êtes en permanence confrontés aux réalités du terrain. Et je crois que Madame la Présidente, vous avez insisté tout à l'heure sur l'importance des réalités. Et donc voilà. Donc on a besoin de vous en termes de retour de regard de ce qui se passe sur le terrain. Donc pour nous aider à produire de l'information utile. Ensuite, il disait, il faut que votre information soit utilisable. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a besoin de gens qui nous fassent un retour, même sans complaisance. Et c'est pas grave, on va pas se fâcher pour autant, pour nous dire ton truc c'est génial, mais il n'y a pas un paysan qui va l'utiliser parce que c'est une usine à gaz qui est complètement inapplicable. Et ça, il n'y a que des gens qui sont confrontés à la réalité quotidienne du terrain qui peuvent nous aider ou nous alerter pour nous aider à concevoir des propositions techniques ou technologiques qui soient utilisables pour qu'elles aient une chance d'être utilisées. Il ne suffit pas d'être utilisable pour être utilisé. Après, il y a le boulot à faire pour porter l'information ou l'innovation au plus près des gens qui en ont besoin. Et là aussi, on ne peut s'appuyer que sur les réseaux qui couvrent les territoires. Et les réseaux qui couvrent les territoires, c'est les réseaux des négociants, c'est les réseaux des chambres d'agriculture, c'est les réseaux, j'ose même le dire, des coopératives, même si je suis chaud qu'on a du négoce. Et on a besoin de tous ces gens-là si on veut être sûr que l'information qui a été utile et utilisable, elle soit vraiment portée auprès des gens qui en ont besoin. Les prairies, aujourd'hui, les plus gros semenciers sont au nord de l'Europe. Ils sont en train de travailler sur un gros marché émergent, c'est la méthanisation. On est en train d'oublier un peu les fourragères à destination consommation des animaux. Donc en région Nouvelle-Aquitaine, on se prend en main, on se dit, il va falloir qu'on travaille quand même, on n'a pas de centre de recherche sur quelque chose qui nous donne les outils pour qu'on ait des prairies qui tiennent, qui durent, soyez rassurés, 5 ans. Hein. 6 ans, c'est plus autorisé par la PAC, donc 5 ans. Mais 5 ans, qu'elles tiennent 5 ans. Donc du coup, on discute avec les NRAE, à droite, on discute avec Arvalis, et on dit comment on fait pour construire un programme. On va génotyper des espèces, c'est logique. Vous allez me dire, c'est pas fait. En luzerne, c'est fait parce qu'il y a une filière de la luzerne. En Régranguet, c'est fait parce qu'on fait du gazon. Par contre, le reste, on génotype pas. Donc on ne connaît rien. Et là, l'INRAE qui répond, mais en fait, on n'a pas les moyens de faire du génotypage de dactyle et de fétuque. On part sur 2 espèces. Le budget qu'il fallait, 7 000 € par espèce pour débuter un génotypage. Bon, on n'est pas très riche en chambre d'agriculture, mais on a trouvé les moyens de débuter. Là, aujourd'hui, on a mis le national dans le tour de table. Et là, on a déposé un casse d'art au national. On s'est fait retoquer parce qu'on a considéré que ce n'était pas de la recherche fondamentale et qu'on était dans du développement. Alors là, bon, j'arrête là, hein, parce que là, maintenant, on va faire appel quand même et on va essayer d'aller chercher autre chose. Deuxième exemple. La Cirfis, vous avez déjà entendu parler de la Cirfis? C'est une petite bête qui arrive ici, là. Vous savez qui est là? Elle vient chaque année ici, de plus en plus. C'est une chenille. Alors au début, ça mangeait les prairies, ça souciait pas grand monde. Bon, 2022, il y a eu 100 000 hectares dans ce département qui a disparu. Hein. Voilà. Mais la Cirfis, elle est de plus en plus adaptée au territoire. Elle était dans les Açores, maintenant elle fait des cycles et chaque année elle est là. Et puis 2022, à l'automne, on a vu un été sec, on avait fait des céréales très tôt. Elle a mangé les intercultures, elle a mangé les céréales à paille. Cette année, elle a été identifiée en Pyrénées-Orientales. On a lancé un programme avec Arvalis, l'INRAE, sur le travail, sur l'élevage de la Cirfis. On a retroussé nos manches, on est allé chercher 70 000 €. Là, la région nous accompagne pour 500 000 €. L'objectif, c'est faire de la lutte intégrée. Vous allez me dire, on ne peut pas utiliser des produits chimiques pour la zigouiller, la Cirfis, là? Ah ben non, parce qu'il n'y a aucune molécule automologuée sur les prairies. Ouais, ça coûte trop cher une homologation. Voilà, donc je ne sais pas comment on y arrivera, mais je peux vous dire que des chantiers ouverts pour trouver des solutions que nos éleveurs, que nos agriculteurs attendent, il y en a plein. Il y a eu des réformes de la PAC qui ont changé la nature de la relation à l'agriculteur. Je dirais c'est celle de 92. Vous vous en souvenez peut-être, les plus anciens. Là, vraiment, on a eu du lourd parce que c'était l'arrivée de la jachère et puis c'était l'arrivée des aides directes en compensation de baisse de prix. 99 a été une couche supplémentaire là-dedans avec la naissance qui était très importante pour vos zones, madame, le développement rural, avec le maintien des aides à la montagne, les mesures agri-environnementales, tout ça qui sont arrivées. Et puis après, on est arrivé le découplage, 2006.
Et là, dans le découplage, alors personne, je me rappelle de mes conférences à l'époque, personne pannait rien, boîte verte, boîte bleue, boîte orange, ça venait de l'OMC, il fallait expliquer ça. Oh, c'était pas évident hein, dans les salles polyvalentes, hein, mais on l'a fait un peu. Et puis on a fait le découplage. Alors découplage total, partiel, est-ce que c'est encore des DPB, des DPU? Enfin, là on a navigué en eau trouble, hein. Mais avec vous, hein, parce que vous étiez aussi là-dessus. Et comment j'optimise, machin, bon. Et puis on est arrivé à la PAC de 2020, et puis on a dit, on va peut-être tout changer. Alors on a inventé un nouveau truc, donc j'ai fait un article de 30 pages, hein, qui s'appelle l'éco-régime, sur l'ambition environnementale de l'éco-régime en France. Donc c'est cette fameuse aide du premier pilier qui, soi-disant, devait avoir une relation forte à l'environnement. Bon, nous on a écrit que non, ça n'a rien changé, on a noyé le poisson, l'éco-régime n'a rien changé à l'affaire sur l'attribution d'aide pour des agriculteurs qui auraient des pratiques plus vertueuses, et je parle sous le contrôle de ceux qui savent mieux que moi. Et puis, en fait, cette réforme de la PAC qu'on vient de vivre, elle a quasiment rien changé, puisque 98% des agriculteurs ont été éligibles au paiement à l'éco-régime. Bon, ils avaient plus ou moins de montants, mais en gros, ça n'a rien changé. Si bien que, faut être pragmatique, vous dites, hein, depuis ce midi, hein, donc moi je le suis, hein, un paysan en France qui a 300 hectares de céréales, il y voit clair, quoi. Il sait que jusqu'en 2027, il ne se passera rien. Alors si on en a plus, c'est encore plus important pour l'enjeu. Mais en fait, il se dit, là, il y a un gros dossier qui arrive, il faut qu'on fasse gaffe, parce qu'on va peut-être prendre le virage. Et le seul dossier important, c'est, moi je ne suis pas d'accord avec vous quand vous avez dit l'environnement, tout ça. On va nous refaire le truc. Mais le dossier le plus important, c'est l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, c'est 40 millions d'hectares de SAU qui arrivent dans l'Europe. Et là, s'ils arrivent... Alors, j'ai une bonne nouvelle pour les agriculteurs concernés. On a le temps de vieillir tranquillement ensemble, hein, parce que le processus d'adhésion d'un pays à l'Union européenne, ça met en général entre 10 et 20 ans. Hein. Donc l'Ukraine, on va en parler pendant longtemps, mais pour un agriculteur qui est dans son exploit, lui, quelque part, il ne faut pas que ça arrive trop tôt, quoi. Mais on a le temps. De toute façon, l'Ukraine, ça sera le truc pour dire qu'il faut faire attention. Ça sera la meilleure façon de justifier en 2027 le fait qu'on ne changera rien. Parce que la prochaine fois, il faudra tout changer. Donc moi, je ne pense pas, en fait, si j'étais agriculteur, je serais assez cool, en fait. Je me dirais, ce qui est très important, c'est qu'il faut bien négocier le budget de la PAC, on va s'en occuper. Il faut bien négocier le budget de la PAC dans l'Europe. C'est ça que le plus grand risque serait que la France, au titre de ce qu'on appelle la convergence externe, perde les fameux 7,5 milliards d'euros qui viennent de Bruxelles. On pourrait en avoir que 5 si vous voulez, ou 4,5 pour des enjeux, alors là-dessus on est complètement d'accord, qui sont énormes. Et donc le risque c'est ça. Alors après de dire, on va déjà changer la PAC, moi je suis d'accord avec vous, on va déjà essayer de l'appliquer là 2023-2027, parce qu'elle n'est pas encore rentrée complètement. Ouais, ce qui va arriver en 2025, on va faire un peu de politique fiction, c'est que la Commission européenne va faire un rapport, je vous le mets dans le mille, hein. La Commission européenne, la DG Agri, va faire un rapport et va dire, voilà, on a regardé, on a un petit pépin, c'est que vos éco-régimes, vous nous avez un peu enfumés. Alors on le sait déjà hein, qu'ils vont nous dire ça. Hein. Donc on est déjà prêt à dire, oh, c'est sûr, quand même, il y a 2-3 trucs, quoi. Et ça va nous emmener jusqu'en 2027. Donc c'est un très bon message, vous êtes des pragmatiques. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Les aides de la PAC ne vont pas changer. Est-ce qu'il faudrait faire autrement? Alors là, je réponds. Oui, un peu quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on vit quand même dans un monde où on donne beaucoup d'aides à l'hectare, quels que soient les prix, et on n'en met pas assez sous le coude pour préparer des moments durs. Donc, sous-entendu, on file, mettons, 300 balles ou 280 balles de l'hectare quand les céréales sont à 350, puis on donne la même chose quand elles sont à 200. Et là... si en plus ça se cumule à une mauvaise année, on n'a pas de ressources pour accompagner l'agriculteur qui a été beaucoup taxé parce qu'il a gagné beaucoup de fric l'année où il avait le cumul des deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut qu'on se pose des bonnes questions sur le bon équilibre. Alors c'est provocateur, hein, vous l'avez bien noté, hein, mais il n'y a aucune naïveté par contre. Hein. Il faut qu'on se pose la question du bon équilibre à trouver entre la protection, je dirais, permanente du monde agricole et la capacité qu'a l'État à faire face à des coups durs qui sont de plus en plus importants. Et sur le terrain, ça va devenir compliqué. J'ai plutôt l'impression que la réglementation européenne et cette dernière PAC, elle est extrêmement compliquée à mettre en place. Les règles ont été changées.
Les agriculteurs, beaucoup en ont marre, et je pense que voilà, vous avez dans vos clientèles, j'imagine, des agriculteurs qui ne savent plus quoi faire. Alors il y a des fermes qui s'adaptent. Moi j'ai créé, je me suis organisé, j'ai 7 agriculteurs qui travaillent avec moi et je les accompagne sur le réglementaire. Je me dis toujours que s'il y en a un qui sait le faire, il peut le faire pour 6-7 fermes sans difficulté. Mais ça devient quand même très très compliqué cette dernière PAC. Bon, alors la situation, à nous de nous adapter, à nous de trouver. Moi sur la ferme, je me dis toujours qu'il faut trouver des règles et puis et un équilibre économique, savoir dépenser, voilà, en rapport la production que l'on peut faire. Est-ce qu'il faut grandir? C'est-à-dire que vous avez fait un choix. Il y a pas. Mon système n'est pas autant le meilleur. Je ne le mettrai jamais en avant. Par contre, ça fait 10 ans que je dis qu'en bio, il ne fallait pas qu'ils dépassent, il fallait qu'ils protègent leur marché et ne pas dépasser 10-15% de production en France et au-delà, le marché sera foutu. La vente, et il y aura des problèmes, ce qui vient d'arriver. La vente à proximité, je pense que ça a un peu plus ça peut avoir un peu plus de marge, mais ça restera quand même sur 10-15%. Ce qui veut dire que, ou 20%, on va sur la loi des 80-20. Moi, je vais faire rapidement. J'ai pas fait de grandes études pour savoir, mais je me dis que déjà, il y a une espèce d'équilibre qui se fait. 80% qui va être des gros volumes, qui va aller à l'export. Et soit je me mets moi, quand je fais du blé, je suis sur un gros volume. Je fais la surface et je vais travailler sur les gros volumes. Mais après, il y a quelques petites productions à plus-value, à valeur, voilà, où je vais aller chercher de la valeur ajoutée. Et puis, à côté, des fois, je conseille des agriculteurs en disant, mais fais-le, fais de la vente directe, fais du yaourt vendu, voilà, en laitier, mais avec un travail qui est raisonné. Et il y a toujours du raisonnement économique qui doit être fait derrière. Par contre, la première base, c'est pas de travailler avec de l'idéologie, c'est de travailler avec un raisonnement économique. Et l'accompagnement qui peut être attendu effectivement de la part d'un négoce, il y aura des systèmes coopératifs qui se mettent en place, mais aujourd'hui un négoce qui va être en face, c'est toujours pareil, hein, il y a un homme qui va dire je vais t'aider dans ta commercialisation, je vais te proposer des produits, et j'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, qui amènent une plus-value à l'agriculteur. C'est pas le tout de dire on va vendre plus de produits et voilà, négoce, vous êtes des commerçants, vous faites votre business, vous faites votre bilan, c'est bon, vous allez le faire 1 an, 2 ans, mais au bout d'un moment, vos agriculteurs seront en difficulté. Faites aussi faire de la plus-value aux agriculteurs. Et là, l'agriculteur a aussi besoin de formation. Et là, aujourd'hui, j'ai ma fille qui s'installe, je me pose beaucoup de questions. Oui. Bien sûr, est-ce que je dois la laisser s'installer? Et comme j'arrête pas de lui dire, tu fera tout ou partie de ce que je fais, c'est pas le problème. Mais ce que je veux avant tout, c'est que tu aies ton projet. Donc tu raisonnes, tu réfléchis, tu te projettes dans l'avenir. Tu as ton projet, je t'aiderai, mais dans ton projet, parce qu'à un moment, je me retirerai. Voilà. Je veux bien arriver en conseil par rapport à ce que j'ai su faire, par rapport à ce que je vois, mais je me retirerai. Mais effectivement, il y aura l'important, c'est le projet. Toute agriculture, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise dimension, mais voilà. La première chose, je ne peux pas passer outre la problématique du climat. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on savait à peu près bien faire, c'est s'adapter à une évolution climatique tendancielle. Ouais. S'adapter à des aléas qui vont dans tous les sens, de manière complètement aléatoire, comme le nom l'indique d'aléa, c'est quand même une science nouvelle et une manière d'aborder nos activités de manière nouvelle, parce que ça va s'accentuer, ça ne sera plus du domaine de l'accidentel une fois de temps en temps. Donc ça, c'est un premier élément quand même qui nous amène à réfléchir de manière différente la manière dont on engage nos programmes de recherche et d'innovation, parce qu'il faut qu'on intègre cette dimension-là. Et on reste modeste parce que c'est pas le plus simple de la faire. La deuxième chose qui est quand même depuis quelques années, et vous êtes tous confrontés à ça, c'est qu'on n'a plus un problème, une solution. Moi, j'ai commencé ma carrière pratiquement comme le NACA, à peu près concomitante. Il n'y a pas de liaison de cause à effet, mais c'est à peu près pour vous donner je ne fais pas mon anniversaire aujourd'hui, mais on pourrait. Tout ça pour vous dire qu'à l'époque, bon, en gros, on avait une maladie, assez rapidement on avait une solution, simple, parfois chère, trop chère, mais en général on avait une solution. C'était pareil pour un problème de nutrition, c'était pareil. Bon voilà. On avait l'impression d'être très fort à l'époque. Mais ça n'a rien à voir avec les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus un problème, une solution. Tous les problèmes ne peuvent se résoudre que dans des dynamiques combinatoires. Je prends l'exemple du désherbage. Ouais. Vous savez tous, on a un problème chronique
et dans votre région c'est particulièrement vrai, de maîtrise des adventices dans nos systèmes de culture. Ben, c'est pareil, il y a 40 ans, bon, en général, dès qu'on avait un problème, même si c'était des graminées, etc., on trouvait des solutions. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'arrivera à résoudre ce problème-là que dans une approche où on combinera différents leviers d'action. Donc ça sera plus compliqué, ça sera parfois moins efficace, mais en tous les cas, on est condamné à rentrer dans une dynamique beaucoup plus transversale et beaucoup plus combinatoire. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et puis le troisième difficulté, c'est, alors je vais employer un gros mot, c'est qu'aujourd'hui, globalement, nos marchés, la société, l'économie nous conduit à une exigence extrêmement forte de multiperformance. Là encore, je ne veux pas faire l'ancien combattant, mais il y a 30 ans, il y a 40 ans, en gros, l'indicateur de performance, c'était les quintaux qu'on gagnait chaque année, et puis tout allait bien, et ça correspondait à un contexte, à un environnement économique et social qui était complètement adapté à la situation. Aujourd'hui, on doit à la fois, et c'est le nerf de la guerre, et ça, vous ne serez pas surpris, faire des propositions qui garantissent de l'efficience économique, donc de la performance et de la compétitivité. Alors, compétitivité, c'est d'autant plus vrai quand on est sur des grands marchés d'exportation. La deuxième exigence, c'est une exigence de qualité plurielle. Alors, certes, la moindre des choses, c'est la qualité sanitaire, c'est-à-dire que les productions qu'on met en marché ne posent pas de problème sanitaire. Et c'est vrai en élevage, c'est vrai en production végétale. Mais on sait aujourd'hui que, de toute façon, on doit servir des marchés, même quand on est sur des marchés de masse, qui ont tous leurs propres exigences de qualité. Donc il faut être capable de s'adapter aussi à cette diversité-là, tout en garantissant la performance économique, premier critère que j'ai pris. Et puis la troisième chose, je ne les ai pas hiérarchisées, aujourd'hui il faut les combiner aussi, c'est on a une nécessité, alors on peut en penser ce qu'on veut à titre personnel, mais en tous les cas on a une nécessité de maîtrise de nos impacts, globalement, donc ça crée une difficulté supplémentaire. L'exemple de la teneur en protéines en blé, par exemple, est un bon exemple. Il faut que j'arrive à la fois à produire avec performance du blé, donc il faut que j'y mette de l'azote. Je sais qu'un certain nombre de marchés ont des exigences de teneur en protéines, et on sait que ça c'est directement lié à la nutrition azotée, mais on sait aussi qu'il faut que je maîtrise mon impact sur l'environnement, et notamment la qualité de l'eau vis-à-vis des nitrates. Bon, c'est un exemple assez simpliste, mais pour vous illustrer. Et ça, vous trouvez ça dans tous les domaines techniques. Donc ça, c'est quand même une donnée assez nouvelle, ce qui fait que parfois, les agriculteurs, alors sans doute à raison, trouvent qu'on ne va pas assez vite dans l'innovation, parce que cette difficulté-là, ou ces difficultés-là, ont renforcé, ont créé une certaine inertie, parce que c'est pas toujours simple, et je le répète, c'est quand même plus simple d'avoir une question, une solution. Là, ça marche plus comme ça. Alors même s'il faut être attentif, parce qu'effectivement, il y a des espèces qui sont sans doute pénalisées parce que le modèle économique est plus difficile à trouver, mais en tous les cas, on progresse et on progresse significativement. Alors on a tendance des fois à dire que les variétés anciennes étaient mieux que les nouvelles. Regardez simplement la performance par rapport à la tolérance aux maladies, et on verra assez vite que c'est un des critères sur lesquels on a significativement progressé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que, alors ça va vous surprendre peut-être, mais en matière de sciences du sol, on a encore un très très gros chantier à ouvrir. Notamment tout ce qui est connaissance de l'activité biologique, des facteurs d'interaction, des problématiques de microbiote, etc., etc. Là, c'est un champ qui, au niveau de la recherche fondamentale, on travaille avec des équipes de l'INRAE là-dessus, ouvre quand même des perspectives intéressantes. Alors, c'est sans doute pas pour demain matin, pour un certain nombre de choses, mais par contre, on se dit qu'il y a quand même, on a de bonnes raisons de se dire qu'on ouvre quand même des champs avec des perspectives intéressantes. Je crois que globalement, on va aussi progresser en matière de résilience de nos systèmes, parce que d'abord, je parlais des aléas tout à l'heure, et ça va prendre des approches très très multiples pour progresser sur la résilience. Alors la génétique est un des éléments, mais les systèmes de culture aussi vont évoluer. La gestion des couverts végétaux apporte aussi un certain nombre de réponses, etc. Bon, je ne suis pas là pour faire un débat technique, en plus je vais être vite en des limites de compétences, donc ça m'arrange plutôt. Mais en tous les cas, c'est quand même extrêmement important d'avoir ça en tête. Et puis bien sûr, et ça a déjà commencé il y a 15-20 ans, mais ça s'accélère de plus en plus, c'est tout le champ du numérique. Alors le numérique au sens large, là-dedans je mets la robotique, je mets l'intelligence artificielle, je mets la science des capteurs de tout poil, je mets etc.
Bon, qui aurait imaginé il y a 30 ans que, combien on a dit, 2 exploitations sur 3 en lait qui s'installent avec un robot de traite? Qui aurait imaginé ça il y a 30 ans? On n'arrivait même pas à conceptualiser un robot de traite. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est une banalité, mais c'est en tous les cas courant. Bon, et dans tous les domaines, c'est comme ça, et je pense qu'on est au devant de perspectives sans doute au moins aussi importantes que celles qu'on a connues ces 20 dernières années. À la question, est-ce qu'il faut encore croire à l'agriculture? Je pense que je ne serais pas assis là si ce n'était pas le cas. Enfin, si j'avais eu envie de répondre non, je pense que quand Simon m'a appelé, je leur ai dit ton truc, je le sens pas trop, je ne vais pas y aller. Hein. Sur la politique agricole, par rapport à ce qu'il a dit, il y a une chose qu'il a oubliée dans le changement de prisme, c'est la place des régions. Parce qu'avant, ils n'étaient pas dans le tour de table. Maintenant, ils le sont. Et ils le sont entre autres par l'installation. Et pas que, mais par l'installation. Voilà, ça ouvre quand même au risque de concurrence interrégion. Et parce qu'il y a des choix, et je ne vais pas rentrer dans les stratégies de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est la nôtre ici, mais ça pose quand même réellement des questions sur le devenir de la compétitivité de notre agriculture au niveau national. Par rapport à la taille des exploitations, je pense qu'il faut qu'on oublie quand même, enfin à un moment donné, on ne doit pas mesurer, il a très justement dit, hein, on ne doit pas mesurer la taille en hectares, parce que d'abord, ça ne veut rien dire au niveau national, parce que un hectare ici et ailleurs n'a pas la même production du tout, il y a des éléments limitants. Mais il faut vraiment le mesurer aujourd'hui en termes d'unité humaine. Parce que la question, elle est là. C'est que moi, je voudrais qu'on compte les hommes qu'on a dans les exploitations, qu'ils soient gérants ou salariés. Ils ne sont pas comptabilisés aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Parce que je reviens à ce qu'il a dit tout à l'heure sur l'élevage. Au niveau international, partout, c'est pareil. En bovin, un homme, c'est 60 vaches. Au-delà, on n'y arrive pas. Donc, on peut prendre la plus grosse exploitation du monde. Il y a des hommes en face. Voilà. Et c'est ça le cœur, on va dire le nerf de la guerre, c'est bien cette problématique-là. Par rapport à la recherche, là aussi je vais revenir à l'humain. C'est que pour arriver à avoir demain des jeunes dans nos métiers, il faut qu'on rende nos métiers accessibles et possibles. Ouais. Et quand je dis possible, on va parler d'ergonomie. On a parlé, oui. Effectivement, il y a des choses qui existent, mais pas tout. Je suis plutôt en capacité de pouvoir faire des choses en tant que femme. Mais je peux vous dire qu'il y a des moments où c'est quand même très compliqué. Aujourd'hui, la conception des tracteurs, elle est pensée par la robotique et l'usage en usinage, mais pas par l'utilisateur. Aller graisser une cardan, c'est la croix et la bannière. Mais tu te dis, comment le gars, il a réfléchi au temps qu'on allait y passer pour ce genre de truc. Mais c'est une catastrophe. C'était pas un économiste, c'était un ingénieur. Donc voilà, ou peut-être un CDD, mais bon. Ou un stagiaire. Dans tous les cas, il a réfléchi par rapport à sa chaîne de valeur à lui. Un stagiaire chez John Deere. Il a réfléchi à sa chaîne de valeur à lui. Il n'a pas réfléchi à la chaîne de valeur finale. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui sur l'agriculture. C'est qu'on n'a pas de conceptualisation et de réflexion sur comment l'utilisateur final pourra optimiser. Et par rapport à la technique culturelle ou autre, alors complètement d'accord, et on sait qu'on a des instituts très riches en termes de potentiel humain en France. Mon voisin disait, mais l'argent est le nerf de la guerre, oui. C'est-à-dire que si on ne met pas les moyens de vouloir garder de la compétitivité, on perdra des forces en agriculture. Mais je pense que le message final, c'est pas celui-là. C'est qu'il y a un bel avenir à l'agriculture. Complètement d'accord. Mais si tous vous reconnectez à votre territoire, à faire qu'on puisse collégialement trouver des moyens de faire que l'agriculture que l'on veut ici, elle corresponde à la fois à l'ensemble de la création de valeur, amont-aval de la chaîne. Oui. Voilà. Et je pense que si on arrive à se parler assez pour arriver à faire ça, je pense qu'on va continuer à être dans le même pays. Par contre, je suis allée en vacances en Alsace, là, et en Lorraine. Et quelqu'un qui... Bon, voilà, moi, je ne bouge pas... En international, je ne maîtrise pas l'anglais, mais en France, beaucoup. Avant, on disait la diagonale du vide, désolé les Charentais, mais ça partait de Troyes, Bourges, Châteauroux, et ça finissait chez vous. Maintenant, ça commence à Bar-le-Duc, à Guéret, on passe et on finit à Auch. Voilà. Bon, en bas, on est toujours riche, et on va rester un peu plus riche, j'espère, un petit moment. Mais ça veut dire qu'il y a quasiment la moitié de la France qui commence à sentir le vide. Alors j'espère qu'on aura quand même la sagesse de considérer que la France, c'est pas des... Comme on a fait pour les villes, hein. On va pas créer des mégapoles agricoles. J'espère qu'on va garder un territoire français avec un maillage intelligent. Richesse. Je pense que la génération d'avant était différente. C'est-à-dire que spontanément, ils pensaient que les jeunes qui arrivent sont plus malins, plus fins que la génération qui quitte. Et on a un petit problème avec ça en ce moment.
peut-être qu'il est justifié, il faut vraiment s'interroger, quoi. C'est qu'on n'a pas trop confiance dans les jeunes qui arrivent. Et le jour où on aura confiance, on verra les projets de développement, à mon avis, différents. Ça, c'est le premier point pour espérer. Le deuxième point, c'est qu'il faut que la France soit ouverte sur le monde, mais sérieuse sur sa production pour nourrir les Français. Donc c'est un équilibre à trouver. Et on a créé des déséquilibres depuis 20 ans trop forts. C'est-à-dire qu'il faut se ressaisir. La reconquête du marché de l'alimentation en France, c'est une question sérieuse et pour ça, il faut la conduire sans dogme. Ce qui a été dit sur le bio en France est totalement déraisonnable. Déraisonnable. Quand on a dit dans la politique agricole commune qu'on souhaitait atteindre 25% de bio, de surface agricole bio en France et en Europe, c'est tomber complètement dans l'écueil de devenir déraisonnable parce que politiquement, ça nous chatouille, ça nous fait plaisir de le dire, mais c'est complètement à côté de nos pompes. C'est-à-dire qu'on ne connecte pas la réalité de notre activité productive à la capacité d'achat du marché. Donc il faut connecter le marché à la réalité productive et tout en acceptant l'idée que la France a de très bonnes connexions avec des pays voisins, on ne va pas fermer les frontières. Et puis troisième chose, je pense que sur l'innovation, bien sûr que les agriculteurs font des innovations, hein, c'est l'ADN des agriculteurs, ils tentent, ils essayent, etc. Je pense que par rapport à la Chine, par rapport aux Américains, on est en train de prendre un petit coup de côté, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la science, on n'a pas beaucoup parlé de la science, qui était très à la mode il y a une trentaine d'années. On se battait pour faire des carrières scientifiques, on était heureux de faire des carrières scientifiques, on voulait rentrer à l'INRAE, on voulait rentrer dans des instituts de recherche. Aujourd'hui, je suis désolé, hein, mais ça fait pleurer. Moi, je fais des cours. Il y a 20 ans, 25 ans, j'en fais. 20 ans, la première question, j'étais hyper content. Je disais, mais comment on rentre dans vos boîtes? Aujourd'hui, c'est moi qui pose la question parce que j'ai peur qu'ils l'oublient, quoi. Non, mais il faut y penser à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'avenir, ce que disait M. Orsi, je suis d'accord, hein, mais on a un vrai problème de rapport à la science dans notre société. On est dans un rapport à la communication qui est devenu excessif, notamment la communication de court terme, et on a du mal à remettre de la science au cœur du village. Et ça, il faut qu'on y arrive aussi. Donc en fait, moi j'y crois, quoi, mais il faut qu'on fasse gaffe à 2-3 trucs, quoi. Qu'on serre 2-3 boulons quand même, hein, qu'on prépare tout ça, parce que à côté de nous, ils ne vont pas nous attendre. Pourquoi faut y croire? Eh bien, j'hésiterais à dire que M. Châtelier, qu'il est effectivement maintenant dans ce monde des quinquas, peut-être, voilà, à titre 61, voilà, vous faites partie, comme moi, voilà, des vieux, et peut-être qu'on est à l'écho et de ne pas avoir confiance, de penser que les jeunes ne sont pas capables de reprendre, ben, c'est ce que nos parents, des fois, se disaient entre eux. Et que je suis pas obligatoirement convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, ben voilà, notre âge fait qu'on a cette approche des jeunes en disant est-ce qu'ils vont être capables, mais oui, ils vont s'adapter. Et peut-être une des forces, c'est qu'il y a 50% des agriculteurs qui vont arrêter dans les 10 ans. Et donc, c'est des jeunes qui vont repartir, des structures différentes qui vont repartir, et des personnes qui vont être obligées d'adapter pour travailler ces terrains, parce que le sol français, et là on est dans un... Voilà, on a en France, au milieu, les changements climatiques. On les connaît. Moi, il y a 10-15 ans, j'avais vu des météorologues qui avaient prévenu un peu de ce qui allait se passer, ces grandes périodes sèches, ces grandes périodes humides. Bon, ben voilà, j'ai un peu intégré d'ailleurs dans mes stratégies agricoles et de culture. Ben, j'ai mis des maïs maintenant semés au 17 mars, qui actuellement sont secs. J'évite de les ramasser à plus de 15 d'humidité, ce qui m'évite de payer des frais de séchage. Tant pis si le négoce a des séchoirs à amortir. Hein, ça c'est... Mais bon, moi, il faut que je trouve mon équilibre économique aussi, donc je m'adapte, et voilà, il y a des choses. Et je pense que les jeunes, s'ils sont ouverts, voilà. J'ai apprécié d'entendre tout à l'heure, et c'est aussi des choses, je pense que le métier agricole est un métier plus sexy qu'on ne veut le croire,
que j'ai entendu il y a, pareil, une petite dizaine d'années, quelqu'un de Pôle emploi qui disait oui, vos métiers sont compliqués, il fait froid, c'est beaucoup de boulot. Là, je vous rejoins, les mondes agricoles qui n'arrêtent pas de dire on bosse, on ne gagne pas notre vie, etc. Et que de temps en temps, il faut arrêter de dire ça. On peut gagner notre vie, on peut prendre des temps libres, on peut avoir les 2 jours pour aller faire de la chasse pour ceux qui aiment ça. Et il y a matière de jouer. C'est d'ailleurs ce que je dis à ma fille. On regarde dans le temps, tu vois, je peux m'adapter. Bon, là, je vais rester à Biarritz, effectivement, 2 jours. Mais bon, je suis une grosse exploitation qui gagne bien sa vie. Voilà. Mais même si cette année, c'est difficile. Hein. Mais il y aura toutes ces hétérogénéités. On a des jeunes qui arrivent. On a des cycles. Moi, je me rappelle, dans les années 90, on parlait des hormones. Bon, aujourd'hui, c'est plus trop un sujet qui... Voilà. On a parlé après, dans les années 2000, de... Bon, voilà, je ne vais pas repasser toute la litanie, mais... Il y a un cycle de 10 ans de communication, puis on s'en lasse, on a marre d'entendre parler de ça, on a marre d'entendre parler du bio. Je suis dans des cercles là, avec des femmes qui oh le bio maintenant non mais c'est la vente directe qui est bien. Oui, tu as raison. Oui. Et puis toi tu es gentil, toi même si j'ai une grosse exploitation, moi je suis bien vu, je suis un agriculteur hors pair. Dès qu'on connaît, ça va. Mais dès qu'on connaît, j'ai planté 1,5 km, 3 km de haies. Oh, je suis quelqu'un de formidable quoi ça. Voilà. Non, j'ai beau sortir avec mon gros pull automoteur qui est conspué dès qu'il passe au virage, mais c'est pas grave. Voilà. Donc il y a de la communication. Encore un autre pan qu'il faut travailler aussi en agriculture, c'est la communication des fois autour de soi, sans obligatoirement passer trop de temps des fois à ouvrir les fermes, etc. Parce que on a un métier, on est des professionnels, et j'aimerais bien des fois qu'on me reconnaisse comme professionnel. J'ai écrit à des maires en leur disant, bon écoutez, moi là, je suis habilité pour faire des traitements phytosanitaires, j'ai la PAV qui est passée, je vous mets le rapport de la PAV, je vous mets ça. Maintenant, écoutez, si vous ne me mettez pas en rapport avec le voisin qui s'est plaint, ben, c'est vous qui êtes entre les deux, et si demain il y a un sinistre, ben, je vous attaquerai, parce que vous n'avez pas su faire les choses. Je suis un pro. Et elle s'est tue, elle m'a dit, oui, je sais que tu es un pro, maintenant c'est bon, et au bout d'un moment, on arrive à les mettre en ordre. Donc il y a des choses qui évoluent, même chez les maires et un peu partout. Il y a matière. Je suis en périurbain où on entend souvent que c'est difficile de vivre. On peut le faire avec une façon de communiquer. Et il y a des jeunes qui savent communiquer. Donc je pense qu'il y a des belles pistes. Il y a des sols, voilà, on l'a défini tout à l'heure, le climat et tout. Donc il y aura de la production. Il y a des politiques qui aujourd'hui vont être confrontées un peu trop à des baisses de production et vous le disiez très justement, on voit de plus en plus des situations difficiles dans beaucoup de régions où d'habitude ça ne l'était pas. Ben ça remonte, les préfets s'en inquiètent et tout, il y a des choses qui vont remonter. Et à un moment, les politiques, il faudra peut-être qu'ils arrêtent, il faudra qu'ils nous laissent les moyens de production. Faudra, et tant mieux pour vous, à Arvalis, vous allez pouvoir travailler un peu plus. Peut-être que dans les années 90, les années 90 c'est facile, un problème, une solution, puis après vous partiez peut-être en vacances et vous oubliez à l'époque, vous ne parliez pas d'agronomie, de sol, etc. Et moi, je démarrais l'agriculture à cette époque-là, et je dis, c'est quand même bête. Un simple assolement, ça nous éviterait d'avoir des régras. On remettrait des productions de pois chiches, pas ce qu'on a aujourd'hui, mais quand on varie les assolements. Mais à l'époque, c'était pas la mode. Les techniciens disaient, conseillés par Arvalis, par les instituts techniques, c'était bon, le système en Charente, c'était maïs, blé, etc. Il y a des nouvelles choses. Vous avez travaillé, vous avez un champ énorme, et bien tant mieux, parce qu'on vous attend, on attend effectivement les solutions que vous allez pouvoir nous apporter. Donc il y a plein de choses, et ça va passer, ces conseils vont aussi passer par les négoces, et par, il y a une belle piste de travail, il faudra produire, il faudra nourrir, il y a beaucoup d'avenir à l'agriculture. Merci beaucoup, je crois qu'on peut les applaudir.